tu restes avec nous, Marc. De toute manière, on va poser des questions à la fin si on fait. Alors, on va passer à la deuxième étape de notre soirée, puis Mme Martine Chapelain. Puis on voit qu'il y a beaucoup de questions déjà sur l'eau. Moi, je viens de Au Secours. Au Secours, c'est la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On est des citoyens qui se sont mis ensemble. Coalition veut dire qu'il y a plusieurs groupes. Alors, il y a des groupes environnementaux comme les Amis de la Terre, Environnement Jeunesse. Il y a des groupes sociaux, le Conseil des Canadiens. Il y a des groupes religieux. Il y a des syndicats. On a l'École bleue de Montréal. On a le SCFP, c'est les fonctionnaires qui travaillent en groupe dans l'eau. Il y a la CSQ. Il y a peut-être vous avez entendu parler de nos porteurs d'eau. Les porteurs d'eau, c'est des gens connus qui veulent protéger l'eau au Québec. Là-dedans, il y a Richard Séguin, Gilles Vigneault, il y en a 88. J.C. Lauzon, dernièrement, qui vient de faire un spectacle à Québec pour la Journée mondiale de l'eau. Non, Paul Dupé de la Fondation Rivière, mais c'est pas grave. Paul Dupé, il y a plein de monde. Pauline Martin, qui s'est beaucoup impliquée pour les Rivières aussi. Donc, ces gens-là aussi nous aident et il y a des individus comme vous et moi. Je dis comme vous et moi parce que moi, contrairement à Marc, je ne suis pas une spécialiste. J'ai enseigné 35 ans de ma vie aux petits à la maternelle. Qu'est-ce que j'enseignais? L'éducation relative à l'environnement et les conditions nécessaires à la vie. Je suis auteure d'un livre qui s'appelle La nature et moi. Et ce livre-là enseigne aux enfants que les choses importantes dans la vie et nécessaires à notre vie, c'est l'eau, l'air, la terre, l'énergie. Et le vivant qui s'est développé à partir de ça, c'est les animaux, les végétaux, et puis il y a aussi le règne minéral. Et c'est ce que je montre aux petits, ça s'adresse aux 3 à 5 ans, que j'ai montré toute ma vie aux enfants de 5 ans. Comment avoir le respect de leur environnement et comment préserver les conditions nécessaires à la vie. Alors, vous voyez venir, moi, l'eau, ça m'intéresse. J'ai été élevée en partie à Montréal. J'ai passé une partie de ma vie au bord de la rivière Richelieu. Montréal est une île, j'étais pas mal entourée d'eau. Au bord de la rivière Richelieu et tous mes étés au bord du Grand Lac Moulinex dans les Laurentides, entourée d'eau. En ville avec un aqueduc, à la campagne avec un puits, en étant très conscient qu'à la fin de l'été, le puits commence à tirer du sable et qu'il faut faire bien attention à ce qu'on fait avec. C'est une chose importante. Tu as parlé des processus circulaires. Un des processus circulaires les plus importants, c'est le cycle de l'eau. Alors, vous le savez, vous êtes composé de 65% d'eau. C'est-à-dire, si on était une bouteille, on aurait quasiment jusqu'au bout. On est composé d'eau. Cette eau-là, c'est les bonnes qualités, on est en santé. Si c'est pas de bonne qualité, on est malade. Si c'est très de mauvaise qualité, bien, on est comme les vaches tendées. On est mort. C'est essentiel à la vie, on ne peut pas vivre plus que 3-4 jours sans eau. On peut très bien vivre plus que ça sans pétrole. Ça, c'est la base du raisonnement Au Secours. L'eau, c'est la même. C'est toujours la même. Quand je demande aux enfants, je leur joins tout, je leur dis d'où ça vient l'eau. Il y en a qui me disent en dessous de la terre, dans les rivières, dans les nuages. Je dis, qui c'est qui a raison? Ils ont toutes raison. C'est que ça monte puis ça descend continuellement. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est la même qui monte puis qui descend depuis le début des temps. Comment ça se fait que c'est la même, puis qu'on voit toujours la même, puis qu'elle est toujours belle, puis qu'elle est toujours... C'est parce qu'elle s'épure naturellement par la nature, par ce processus-là. Le problème qu'on a, on n'est pas un animal ordinaire. On est un animal qui produit des choses avec des moyens que la nature n'avait pas prévus pantoute. Donc, le défi qu'on a, c'est de ne pas salir l'eau. Alors, nous, on est allés avec Au Secours, étudier qu'est-ce que ça faisait, les gaz de schiste. Alors, je vais vous résumer ça très simplement. Il y a 3 problèmes qui nous ont semblé essentiels dans la question des gaz de schiste. Indépendamment du fait, ça doit se faire ou ça ne doit pas se faire, nous, on a regardé juste l'eau. On n'a regardé absolument rien d'autre. On a dit la quantité d'eau. Il y en a qui en ont parlé tantôt. Vous savez qu'ils vont la prendre, cette eau-là, puis elle vient d'où, puis bon. On a beaucoup d'eau au
n'y en a plus d'un puits, ou il n'y en a plus, on nous dit de baisser l'eau, de ne pas arroser de chaque côté de la rue. Puis il y a des régions, entre autres à Montérégie, où c'est plus problématique, où il y a des périodes où il manque d'eau à certains endroits. Alors, oui, ça prend énormément d'eau. Ça prend 100 000 litres d'eau par fracturation, une dizaine de fracturations par puits, puis ça ne marche pas rien qu'un puits. On a vu qu'ils font souvent 6 ou 8 têtes de puits. Donc, des quantités faramineuses d'eau qui vont devoir prendre quelque part, qui est une ponction dans ce cycle normal-là de l'eau. L'eau, elle s'écoule, elle remonte, elle s'écoule, elle remonte. Là, quand on parle de cette eau-là, il y en a la moitié qui va rester captive sous terre, qui ne ressortira pas. Puis l'autre moitié va ressortir comme la première bouteille. C'est-à-dire, elle va ressortir non consommable. C'est-à-dire une eau dont on ne peut pas se resservir, ou si on s'en resserre, on met en danger notre vie, notre santé. Comme disait Serge, pas notre vie tout de suite, mais peut-être notre vie à long terme. La nôtre, mais ça peut prendre plusieurs années avant qu'on tombe malade. Alors, on va expliquer ça. Donc, déjà, la quantité d'eau qu'on enlève au cycle normal de l'eau, c'est une problématique que le ministère n'a pas tellement étudiée. Quand on est allé au BAP sur les gaz de schiste, on a posé des questions sur la vulnérabilité, et on dit oui, en effet, à tel endroit, il ne faudrait pas qu'ils en prennent. Où vont-ils la prendre? Aucune réponse à ces questions-là. On n'avait pas de réponse à nos questions. S'ils la prennent dans les cours d'eau, ils ont le droit de la prendre dans les cours d'eau. S'ils la prennent dans où c'est problématique, c'est s'ils la prennent dans des aqueducs de ville, là, ça va s'aider. S'ils la prennent sous terre, les permis se donnent au Québec très facilement. Les permis de prélèvement d'eau, en autant que tu es capable d'avoir une étude hydrologique faite par toi-même, c'est-à-dire que la compagnie engage un hydrologue, lui fait faire une étude hydrologique qui prouve que ça n'enlèvera pas l'eau aux voisins, on peut puiser de l'eau au Québec. Donc, ce n'est pas un problème pour eux autres. Ils disent même qu'ils vont réutiliser les autres fracturations, puis il y a même des techniques où maintenant, c'est d'autres fluides. Mais ce n'est pas plus intéressant parce que ces fluides-là, souvent, c'est des hydrocarbures. Donc, des hydrocarbures qui servent à sortir des hydrocarbures, ce n'est pas nécessairement intéressant. Donc, la quantité d'eau pour au secours, c'était problématique. La deuxième partie, c'est la qualité de l'eau qui va ressortir, c'est-à-dire le danger de pollution. Et le danger de pollution, oui, direct, c'est-à-dire qu'on met des fluides dedans. Les fluides, comme on a dit, c'est plusieurs produits chimiques. C'est beaucoup, il peut y avoir de la glycérine, mais beaucoup d'hydrocarbures. Il y a beaucoup de composés d'hydrocarbures. Et on sait que plusieurs de ces hydrocarbures-là sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ils sont cancérigènes et mutagènes à très, 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 très faible quantité dans l'eau. Et ils sont pratiquement indécelables et indétectables. C'est-à-dire que nos usines d'épuration n'enlèvent pas ça et c'est pratiquement pas possible de l'enlever. Puis même dilués, ils sont encore présents dans l'eau. Et ils sont bioaccumulables aussi. Ils sont bioaccumulables. Ils passent à travers les parois des intestins. C'est des cochonneries. Les normes en Europe sont beaucoup plus sévères, d'ailleurs, pour l'eau potable que les normes ici. Bon, donc, que fait-on avec ces énormes quantités d'eau qui vont être dans un état épouvantable? Question posée au Bureau d'audience publique en environnement. Est-ce que vous êtes capable de nettoyer ça au Québec? Réponse du ministère de l'Environnement. Non, aucune de nos usines actuelles n'est capable de faire ça. Mes réponses secondaires tout de suite, oui, mais on va en faire une usine. Les usines, pour traiter ça, il n'y en a pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils traitent. D'ailleurs, les opérateurs d'usines à Trois-Rivières et à Hemingford,
problème. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils traitaient et les techniciens ne savaient pas ce qu'ils traitaient. Comment tu peux traiter de l'eau quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu n'es pas capable de nettoyer quelque chose que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est impossible. Et même s'ils l'avaient su, il y a tellement de composés que jamais un traitement complet n'aurait pu être fait. Comme Serge, il se fie sur la dilution. Et la dilution, ce n'est pas magique. Si vous mettez un poison dans de l'eau, c'est sûr que la dose va être moins grande si vous le mettez dans une piscine olympique que dans une petite bouteille, mais le poison, il est toujours là. Il va aller quelque part à un moment donné. Il est toujours là. C'est ça la dilution. Il est moins nocif parce qu'il est dans une grande quantité d'eau. Mais il est là, il est toujours là. Aussi, la synergie. Qu'est-ce qui peut se passer avec tous ces produits-là et ce qui se passe dans le sous-sol? Parce que quand on envoie cette eau-là, oui, il ressort du gaz, oui, il ressort du pétrole, mais il ressort aussi beaucoup de composés radioactifs et beaucoup de sel. Vous essayez de boire de l'eau salée, vous autres? On a soif après. Mais cette eau-là est plus salée que l'océan, de 7 à 10 fois plus salée que l'océan. Et c'est cette eau-là qui va ressortir. Même les bassins de décantation sont dangereux pour les oiseaux migrateurs qui iraient sur des bassins de décantation de cette eau-là, les animaux qui iraient boire. Moi, je pense à des ados qui pourraient vouloir traverser, on sait comment nos jeunes sont, décider qu'ils vont se baigner là-dedans. C'est pas beaucoup surveillé. Dans les cas qu'on a au Québec, Infoman est allé pour tirer à la toile puis aller voir comment ça avait l'air une toile bien ordinaire. C'est bon. Il y a aussi des journalistes qui ont essayé, qui ont simulé qu'il y avait une fuite ou un trou, qu'il se passait quelque chose. Et après 15 minutes, la réponse qu'ils ont eue au bout de la ligne, bien, monsieur, c'est dimanche. Il n'y a personne ici. Donc, s'il y avait un accident ou quelque chose, souvent, la compagnie, elle se trouve loin. Puis, il n'y a pas nécessairement quelqu'un capable de répondre s'il se passait quelque chose. Donc, ça, c'est pour la question de la qualité. Il y a aussi tous les transbordements normaux dans ce qui est des produits qui vont arriver sur le terrain des camions. Alors, tout ce qui est du camionnage normal, du transvasement normal, peut aller dans les cours d'eau et peut contaminer les cours d'eau aux alentours. Donc, problème de contamination. Il y a la quantité, le transport. L'entreposage qui peut couler. Ce qu'il y a aussi d'excessivement préoccupant, c'est l'eau qui reste dans le sol. Quand on dit que l'eau est ainsi, cette eau-là qui va être captive dans le sol, elle a des effets, et c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir aux États-Unis et dans les endroits où ça se fait depuis 15-20 ans. C'est que là, on a des problèmes de contamination parce que l'eau a continué de se promener dans les failles. Faites un trou n'importe où dans votre terrain. Quand il va pleuvoir, l'eau va se retrouver là. C'est pas compliqué à comprendre. Dès qu'il y a un trou, l'eau s'en va là. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? C'est qu'elle fait s'agrandir les fissures. Ça fait que oui, elle a servi à faire des fissures. Puis ça le dit, c'est de rendre perméable un terrain qui était à l'origine imperméable. Faites des trous dans votre imperméable, vous allez être mouillé. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Puis peut-être que le trou il est à votre épaule et vous allez être mouillé dans le bas du dos. C'est la même chose, ça va suivre, ça va agrandir. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des endroits où c'est l'eau qui a pris les failles, puis il y a des endroits où c'est le méthane qui a pris les failles. Et il y a même eu des puits d'eau potable qui ont explosé. Il y a une famille qui s'est retrouvée avec un cas comme ça, d'un puits qui a explosé à 2 km du puits où ça s'était fracturé. Ça c'est un des cas prouvés de contamination. Donc, contamination avec l'eau, et contamination aussi par les failles avec le méthane. Il y a toute la question de la microsismie. Si le sol, si la texture, la nature du sol est changée, ça peut créer des petits micro-tremblements de terre.
Et puis, il y a des endroits où c'est plus micro, là, c'est que la terre, elle bouge tout le temps, ou à peu près. Il y a aussi des sols, ça, Marc pourrait répondre mieux que moi là-dessus, mais il y a des sols qui sont plus instables que d'autres. Puis on a vu des glissements de terrain, des maisons qui ont été emportées. Il y a des possibilités que ça fasse bouger le sol au point de créer des affaissements aussi de terrain. Quand on parle de ces problèmes d'eau-là, c'est une chose. Mais on parle de cette... il ne peut pas avoir 8 puits quelque part. Pour qu'il y ait cette industrie-là, pour qu'elle fonctionne, cette industrie-là, qu'elle soit rentable, ça va prendre plusieurs de ces pads-là. Ça va prendre plusieurs de ces pads-là et relier tous ces pads-là par soit des gazoducs, soit du transport par camion, soit donc un système pour amener le gaz quelque part. Et ça aussi, ça peut être dangereux pour nos cours d'eau. Si on passe des pipelines, on sait que les pipelines, ils ont une mauvaise habitude, ils coulent, et puis ça fait des dégâts. Quand je vous parlais pour nous, bien, ça fait une eau qui va être de moins bonne qualité, eau de moins bonne qualité pour tout le monde, eau avec des dangers sérieux pour la santé humaine, la santé animale, la santé des terres, la santé de ce qui pousse dessus. Donc, on s'empoisonne lentement, mais sûrement, avec tous les intrants, parce que pour faire pousser quelque chose, ça prend de l'eau. Pour nourrir du bétail, ça prend de l'eau. Ça fait que si notre eau, à la base, est contaminée, c'est nous autres qui sommes contaminés, puis on a choisi. Est-ce qu'on veut ça? Il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de sortir du pétrole, puis c'est ce qu'au secours on veut amener sur le terrain. Il y a moyen de faire autrement, puis on ne peut pas se permettre de risquer notre propre vie. Bravo à nos deux conférenciers. On va rester ensemble, on va aller prendre une petite gorgée d'eau, justement. Oui, il va y avoir des vidéos pas long avec la présentation de Serge. Est-ce que je pourrais apporter un petit quelque chose? Parce que c'est pas une question, mais c'est que là, ça je me peux plus. Vraiment, je me peux plus. Il y a trop de choses. Je pense. Ben, plus ou moins, je travaille dans le domaine de l'eau potable. J'habite à Paris-Ville depuis maintenant 5 ans. Je peux faire la différence entre une très bonne eau et une eau de qualité moyenne. Ici à Paris-Ville, je peux vous le confirmer, vous avez une eau de qualité exceptionnelle. Juste au fait, cette eau-là ne contient à peu près rien. Toute l'eau qui a été pompée vers vos maisons. Il n'y a pas de chlore qui est rajouté, il n'y a rien, parce que c'est une eau qui est déjà filtrée naturellement, d'autant plus qu'on est très peu dans la population, donc le ministère, pour les règlements, les lois n'ont pas besoin de mettre de chlore. Du moment où est-ce qu'on a besoin de mettre du chlore ou peu importe ce que vous mettez dans l'eau, plus vous rachetez de produits, plus l'eau goûte mauvaise et au goût c'est moins bon, c'est moins intéressant. On a une chance vraiment exceptionnelle ici à Paris-Ville d'avoir cette eau-là. Puis ça risque de glisser sous nos pas, parce que le monde ne sont pas au courant de ça. Ils ne portent peut-être pas attention à ça, mais cette eau-là est vraiment exceptionnelle, puis on peut y compter sur le bout des doigts, sur les doigts de la main, le nombre de municipalités qui ont cette chance-là. C'est la chance partout au Québec qu'on a d'avoir de l'eau. C'est la chance, oui. Brute, d'excellente qualité. C'est une eau souterraine de qualité. Du moment où est-ce qu'on imaginez le scénario où est-ce que cette eau-là est simplement contaminée, le monde vraiment. Dans le fleuve du Saint-Laurent, c'est des millions de dollars en taxes qui vont vous être refilés parce que les usines de traitement des eaux coûtent des millions et des millions de dollars. Ce qui est le pire, c'est que c'est le ministère des Ressources naturelles, mais une de nos plus grandes ressources naturelles au Québec, c'est notre eau de bonne qualité. Puis on est en train de la mettre à risque pour du pétrole qui pourrait très bien être fourni, qui est déjà fourni par d'autres mondes. On peut-tu laisser les autres s'occuper du pétrole, le laisser sous terre, et nous autres développer? On a développé l'hydroélectricité, on en a en quantité, on est un leader dans l'hydroélectricité. On peut faire de l'éolien, on peut faire toutes sortes de choses qui ne gaspillera pas ce trésor-là qu'on a en dessous des pieds.
OK, merci beaucoup. J'ai plein de choses à dire. Oui, c'est ça, tu viens de poser la question. Alors, il y a du café, il y a du jus, il y a des petits biscuits aussi. Moi, je vais me chercher un verre d'eau.